Alors Farid Alilat, si en Algérie une révolte, une révolution éclatait en plein cœur du printemps arabe, comment réagirait l'armée, d'après vous? Je pense il faut démystifier cette idée que ce sont les militaires qui dirigent en Algérie. Il faut démystifier cette idée. C'est une poignée de militaires, une poignée de généraux, 4 ou 5 généraux qui ont ramené Bouteflika en 99. Et c'est une autre poignée de généraux qui lui ont permis de se représenter en 2004 et en 2008. Mais ce ne sont pas les généraux qui dirigent en Algérie. Si les généraux ou une poignée de généraux élisent ou font les présidents, notamment Bouteflika, ils l'ont pas empêché de gouverner. Depuis 99, les militaires n'ont pas empêché Bouteflika de gouverner. Bien plus, ils l'ont pas empêché de changer la constitution. Alors qu'on aurait pu dire qu'il il aurait empêché, mais ils l'ont pas empêché de changer la constitution. Depuis 99, ce sont des civils qui dirigent. Bon, je ne dis pas que les militaires n'ont pas un rôle, mais depuis 99, ce sont des civils qui dirigent. Bon, pour revenir à votre question, quel sera le rôle De l'armée si la révolution éclate en plein cœur du printemps Je arabe? pense que, je parle de l'institution militaire, hein. Je pense qu'il y a un profond traumatisme au niveau de l'institution militaire par rapport aux émeutes de 88. Je pense que s'il y a une révolution, je pense que l'armée ne sortirait pas dans la rue pour tirer sur les gens. Je pense que ce serait une erreur fatale que les généraux ne feraient pas. À mon avis, ils ne le feraient pas. À mon avis, s'il y a vraiment une révolution à la tunisienne ou à l'égyptienne, ce que moi j'exclus personnellement, je pense que l'institution militaire, elle se mettrait plutôt du côté des citoyens que du côté du pouvoir. Alors, une question évoquée par le reportage de Mouan Chibani sur l'ampleur de la corruption au plus haut niveau de l'État. Mouan Chibani, vous avez, je crois, une anecdote à nous raconter à ce sujet. Oui, absolument, Julie, à l'occasion de ce reportage donc en Kabylie, j'ai rencontré le maire d'une commune, une petite commune toujours dans la vallée de la Soumane, et ce maire me disait, écoutez, moi j'ai envie de réaliser des routes pour mes administrés, c'est très important, des axes de communication, mais à chaque fois que je fais faire des travaux par des entreprises d'État, je me rends compte que le revêtement ne correspond pas à l'affiche de départ, c'est-à-dire que ce maire s'attendait à un revêtement d'une couche d'une épaisseur de 12 cm et quand il se rend sur place, il demande à ses ouvriers communaux d'aller vérifier, de réaliser ce qu'on appelle des carottages et il se rend compte que voilà, le revêtement, la couche de revêtement n'est plus que de 3 cm ou de 6 cm. 6 cm ont disparu dans la nature. Alors ça, Mouan Chibani, c'est une anecdote, on va dire, locale. Au niveau national, qu'est-ce qu'on peut dire de la corruption à Marco Rogli, Farid Alilat, qui veut... Oui, en ce qui me concerne, moi je pense qu'en fait il y a, j'allais dire, deux périodes. La période où il y avait l'étatisme, où il y avait donc une économie dirigée par l'État, où il y avait le monopole du commerce extérieur, c'était, j'allais dire, le centre nerveux de la corruption. Il y avait des commissions qui étaient instillées, bien sûr nous on ne le savait pas à l'époque, mais on l'a appris plus tard, et il y avait même sans doute des groupes qui se chargeaient, pour certaines personnalités du régime, donc les pontes du régime, bénéficier de cette manne. En plus naturellement de la rente pétrolière, puisqu'on oublie évidemment qu'en fait que nous vivons dans une économie rentière. Et ensuite, la deuxième période, il y a eu, j'allais dire, on a cassé le monopole du commerce extérieur, il y a eu finalement plusieurs monopoles, de sorte que nous pouvons observer certains détiennent, mettons, le roi en béton, l'autre il détient la farine, etc. Et ils se répartissent évidemment les commissions. Quand on parle en fait d'économie qui est dominée par l'import-export, en fait c'est l'import-import. Il n'y a que de l'import, que de l'importation. On le constate de visu quand on va en Algérie. La corruption, elle également, elle est nichée, si je puis dire, là-dedans. Alors donc pour que nous puissions échapper à cela, évidemment, non seulement il ne s'agit pas simplement là aussi de textes. Je suis juriste et je le dis. Non seulement il faut des textes, mais les textes à eux seuls ne suffisent pas. Si, tout d'abord, ça dépend de la qualité des textes, mais ensuite, il faudrait que ces textes soient appliqués. Est-ce que il y aurait des textes avec un suivi, etc. Et est-ce que il y aurait une volonté politique qui pourra être assise par, j'allais dire, le prochain président? C'est ce que sans doute l'avenir nous dira. Alors ça, c'est la corruption, c'est un thème que l'opposition brasse. En tout cas, c'est un thème qu'elle avance le plus souvent. Farid Alilat, dans quel état l'opposition est-elle aujourd'hui? Même parmi les Algériens, on a l'impression qu'il n'y a pas d'unité dans le mouvement. Non, parce que le pouvoir a tout fait, le régime de Bouteflika a tout fait pour réduire les espaces
de l'opposition. Il faut savoir que l'opposition aujourd'hui, depuis 1999, si je me limite à ça, depuis 1999, elle n'a pas accès aux médias publics. C'est-à-dire que les médias de l'État, la télévision, la radio, sont interdits à l'opposition. En ce qui concerne les élections législatives ou communales à travers lesquelles l'opposition peut s'exprimer, depuis 1999 et bien avant, toutes les élections sont truquées. L'Assemblée actuelle, c'est l'Assemblée la moins bien élue depuis le pluralisme. Il y a eu des enquêtes là-dessus? Oui, oui. La moins, elle est aujourd'hui, on sait que le taux de participation aux élections de 2007, doit être au maximum de 30%. À Marco Rogli, d'où peut venir la solution, si ce n'est pas des Algériens, si ce n'est pas des jeunes qui rêvent de venir étudier en France, aux États-Unis ou au Canada? Y a-t-il des forces progressistes à l'intérieur du pouvoir? Du pouvoir, je ne sais pas, sans doute qu'il existe. Ou à l'extérieur? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il existe dans toutes les institutions d'ailleurs, aussi bien au niveau de l'institution de l'armée que du Parlement, et voire du gouvernement, en tout cas, et voire des hauts fonctionnaires. Il existe, j'imagine, un certain nombre de gens qui auraient à cœur de porter haut un projet social, politique et économique. Mais naturellement, le tout est de savoir s'ils auraient la marge de manœuvre suffisante pour pouvoir mener ce projet. Mais naturellement, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que les jeunes, effectivement, ils l'ont très bien compris, pas simplement à travers l'image qui est véhiculée par la télévision, mais ils ont intérêt naturellement aussi à, si je peux dire, se bouger. Je pense que c'est eux qui doivent être le fer de lance du changement. Farid Halilat, est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, est prête à un après-Bouteflika? Oui, l'Algérie est prête à un après-Bouteflika, mais ça va être très, 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 très difficile. Parce qu'il y a eu des dégâts énormes qui ont été causés depuis l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, au niveau de la corruption, au niveau de la gouvernance, au niveau de la lassitude des Algériens, au niveau de la perte de confiance des Algériens en la classe politique, surtout au niveau économique. Donc le prochain président, il aura vraiment énormément de travail à faire, mais les Algériens ont toujours été prêts à vivre dans un État démocratique, pour peu qu'on leur permette de vivre dans un État libre et démocratique. Merci Farid Halilat. On peut vous lire sur votre site internet dna-algérie.com les dernières nouvelles d'Algérie. Merci à vous, à Marco Rogli, politologue, avocat au barreau de Paris, Institutions politiques et développement en Algérie. C'est donc le titre de votre dernier ouvrage. Algérie, c'est pour quand le printemps? C'était un reportage de Mouhand Chibani réalisé par Yacine Bouzard. Merci aussi à Annie Brault pour la co-réalisation. À la technique ce soir, Sébastien Perron. Le site internet est assuré par Éric Chavroux. Il est ouvert à vos témoignages et commentaires avisés. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.